Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai effectivement le plaisir de commencer les présentations de cette matinée avec un exposé qui va parler de la littérature enfantine vue à travers le prisme du genre. Et au-delà de la littérature enfantine, c'est plus spécifiquement les albums illustrés dont il sera question ce matin. Alors, c'est vraiment la synthèse de vastes recherches scientifiques que je vais retracer ici. Ce n'est pas du tout uniquement les recherches que j'ai pu faire sur la question. Et pour commencer, je dirais par la conclusion, c'est-à-dire par mais vraiment ce que l'on trouve dans ce matériel, eh bien, on constate que le féminin est péjoré dans les albums illustrés. Et quand je parle du féminin, j'entends les individus de sexe féminin, femmes, filles, mais également les valeurs que notre société attribue au féminin. On aura le temps, je vais avoir le temps de détailler ces différents résultats. Et c'est quelque chose qui a de nombreuses implications pour le développement des enfants, mais pour le développement des enfants des deux sexes, les filles comme les garçons. Alors j'ai choisi 3 axes d'approche pour vous décortiquer la littérature enfantine sous l'angle du genre. Un axe quantitatif, un axe qualitatif et un axe comparatif. Alors commençons donc par le quantitatif. Là, ce que les résultats des recherches mettent en évidence, c'est qu'il y a beaucoup moins de livres avec un personnage principal de sexe féminin que d'albums illustrés avec un personnage principal de sexe masculin. C'est quelque chose qui a des implications. Ah oui, non, puis alors avant de parler des implications, ce que je voudrais dire, c'est qu'en termes quantitatifs, l'asymétrie entre nombre de héros et nombre de héroïnes est à son comble lorsque, à la fois, l'histoire présente des animaux anthropomorphiques, c'est-à-dire des animaux humanisés, et que les albums illustrés sont destinés à des jeunes enfants. Dans ce cas-ci, vous avez 10 fois plus de livres avec un héros que de livres avec une héroïne. C'est quelque chose qui a des implications parce qu'en fait, quand vous vous intéressez aux enfants eux-mêmes et que vous leur demandez ce à quoi ils préfèrent avoir accès, eh bien vous vous rendez compte que les enfants préfèrent lire l'histoire d'un personnage de leur propre sexe plutôt que du sexe opposé. Simplement parce que les processus de projection et d'identification passent mieux avec quelqu'un du même sexe qu'avec quelqu'un du sexe opposé. Donc, en termes d'implication, ce que l'on constate, comme il y a moins de livres avec héroïne qu'avec héros, en termes de choix, il y a un moindre réservoir de choix pour les filles que pour les garçons. Pas du coup moins de modèles de référence et d'identification à disposition en fonction de ce que j'ai évoqué avant, et par voie de conséquence, une possible baisse de l'estime de soi. Parce que l'estime positive qu'on a de soi-même, elle dépend de beaucoup de choses, mais elle dépend aussi, entre autres, du fait d'avoir à sa disposition des modèles positifs, valorisés d'individus de son propre sexe. Passons à l'axe qualitatif maintenant, qui va être beaucoup plus vaste à présenter, où ce que les recherches mettent en évidence, c'est que les représentations véhiculées du masculin et du féminin restent encore passablement stéréotypées dans les albums jeunesse. Notamment, on constate que ces représentations ne tiennent pas compte de l'évolution de la société. En quelque sorte, elles ne tiennent pas compte de la vraie vie des gens actuels. Et c'est quelque chose qui est surtout le cas pour les personnages féminins adultes, donc les femmes présentées dans ce matériel, comme on va le voir après. Alors, quand on parle de stéréotypes de genre, en psychosocial, en psychologie sociale, nous avons
3 dimensions stéréotypiques de la différence des sexes. Passif, actif, intérieur, extérieur, privé, public. Eh bien, l'idée de ces recherches était de voir dans quelle mesure est-ce que ces dimensions sont utilisées dans les albums jeunesse pour différencier le masculin du féminin. Eh bien, elles sont massivement utilisées. Pourquoi? Enfin, plutôt, comment? Parce que pourquoi, c'est pas moi qui vais pouvoir l'évoquer. Donc, on constate que femmes et filles sont présentées de manière plus passive, plus souvent à l'intérieur, plus souvent dans des lieux privés que hommes et garçons. Donc, c'est toujours une idée de comparaison quand on fait des recherches. Corollaire, femmes et filles sont plus souvent en vêtements d'intérieur que hommes et garçons. Et pour les femmes, plus souvent en tenue domestique. C'est-à-dire elles sont souvent affublées d'un tablier, simplement pour symboliser le fait que le personnage est un individu de sexe féminin et pas parce que le personnage est en train de faire une tâche salissante. Donc, à contrario, je sais pas, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi j'entends un bruit derrière énorme. Donc, à contrario, hommes et garçons sont représentés de manière plus active, plus souvent à l'extérieur dans des lieux publics, que les femmes. Donc, les hommes sont plus souvent, hommes et garçons, en vêtements d'extérieur, et pour les hommes, tout au moins, plus souvent en tenue professionnelle que les femmes. Regardons chaque catégorie de personnages selon le sexe et l'âge, en commençant par les filles. Là, on voit que les filles sont surtout insérées dans un univers familial, c'est-à-dire qu'on les voit plus souvent que les garçons, en compagnie de papa-maman ou alors jeunes frères et sœurs. Ce n'est pas des frères et sœurs plus âgés, c'est vraiment des jeunes frères et sœurs, ce qui leur donne la possibilité d'exercer des activités domestiques et maternantes. En clair, de jouer un peu le rôle de petite maman, ce qui est plus souvent dévolu aux filles qu'aux garçons dans les livres pour enfants. Si on regarde les lieux spécifiques, eh bien, parce que donc, quand je vous parle de résultats, ce sont toujours des résultats statistiquement significatifs, d'accord, qui sont issus de comptages spécifiques, et puis basés donc sur des tests statistiques. On compte plus souvent les filles dans la cuisine, dans leur chambre, voire dans leur lit, ou alors dans le jardin. Le jardin, s'il est un lieu extérieur, n'en reste pas moins un lieu privé. Regardons maintenant ce qui se passe du côté des garçons. Eux, on les verra beaucoup plus souvent en compagnie de copains-copines, donc univers amical que les filles. Les activités qui sont, je dirais, l'apanage des garçons dans les albums illustrés, eh bien, c'est le sport et les bêtises. On voit beaucoup plus souvent de garçons en train de faire du sport ou des bêtises que de filles dans les albums illustrés. Et les lieux spécifiques dans lesquels on va les trouver, c'est par exemple le salon, donc qui s'il est dans le foyer reste la pièce commune de la maison, ou alors à l'extérieur, champ, terrain de jeu, terrain de sport, terrain de foot, etc. Au niveau qualitatif, vous avez encore une autre différence qui apparaît dans la distinction garçon-fille, une différence qui consacre en fait l'idée du masculin neutre. Dans la littérature enfantine et les albums illustrés, les garçons sont très souvent dessinés, illustrés de manière neutre, de manière asexuée. D'accord? Donc c'est le texte, l'histoire qui nous permet de nous rendre compte qu'il s'agit d'un garçon, mais pas forcément l'image. Tandis que les filles, elles, sont illustrées avec une surabondance d'indices qui vont faire qu'on ne va pas se tromper sur le fait qu'il s'agit d'une fille, que ce soit les couleurs, rose, violet, des habits spécifiques, jupe, robe, ou alors l'usage d'accessoirs comme bijoux, dentelles, nœuds dans les cheveux, souliers vernis, etc. Donc, alors, parenthèse. Vous entendez rien? Bon. Alors, parenthèse, les illustrations que j'ai choisies ne sont là que pour illustrer mes propos, on est bien d'accord, je ne suis pas du tout en train de dénoncer quelque chose à travers ce que j'ai choisi.
Celle-ci est tout à fait représentative des asymétries dont je vous ai parlé jusqu'à présent à propos du monde de l'enfance dans les albums illustrés. Ça représente une classe en camp de ski où dans cette classe vous avez 10 enfants, 9 garçons, une fille. Là vous voyez sur l'image que les 9 garçons sont tous actifs, ils sont en train de faire un truc de gosse, des batailles de boules de neige. Ils sont dessinés de manière neutre, pantalon bleu, blouson orange, vert, etc. Alors que la fille, déjà, elle est dans son coin, elle est toute passive, et vous ne pouvez juste pas vous tromper sur le fait qu'il s'agit d'une fille. Elle a le nœud rose, l'écharpe rose, le blouson rose. Ok. Passons aux adultes maintenant, en commençant par les femmes, où là, on voit que les femmes sont... Donc, les mères, les mamans, dans les albums illustrés, représentent l'essentiel des seconds rôles féminins. Eh bien, là, ce qu'il est intéressant de voir dans ce matériel, c'est qu'on est en total décalage avec la réalité, puisque ces mères qui sont si nombreuses dans les albums illustrés, donc même publiés récemment, on est bien d'accord, eh bien, n'exercent pas d'activité professionnelle. On est en vrai décalage avec la réalité actuelle. Vous avez la grosse majorité des femmes, même avec enfants en bas âge, qui exercent une profession rémunérée. En ce sens, ces femmes-là n'existent pas dans les albums illustrés. Lorsque vous avez des femmes représentées à travers un rôle professionnel, donc elles ne sont pas mères dans les albums illustrés, et surtout les rôles professionnels dans lesquels elles sont représentées sont peu diversifiés et stéréotypés. C'est-à-dire que vous avez 3 domaines socio-professionnels représentés. Le domaine de l'éducation, pour la grosse majorité, elles sont institutrices, donc maîtresses d'école, ou alors le domaine des soins, infirmières en pédiatrie, ou alors le domaine de la vente, caissière, vendeuse. Mais là aussi, la vraie vie actuelle des femmes qui occupent des positions, des variétés de rôles professionnels n'est absolument pas représentée dans ce matériel. Passons aux hommes maintenant. On voit que les hommes, eux, sont représentés à travers une double insertion. C'est relativement nouveau dans les albums illustrés, mais c'est vraiment quelque chose que l'on voit apparaître. Quand je dis relativement nouveau, ça date quand même de 10, 15, 20 ans. Qu'on va apparaître de plus en plus, c'est-à-dire que le père est de plus en plus présent dans les albums illustrés, mais en même temps, on sait que papa travaille. On ne sait pas forcément quelle est sa profession, mais on sait qu'il est présenté à travers cette double insertion familiale et professionnelle. Donc en ce sens, la réalité des rôles des hommes qui effectivement maintenant s'occupent davantage de leurs enfants, sont plus présents au foyer, a été relativement rapidement intégrée dans les albums illustrés. Et puis alors les rôles professionnels occupés par les hommes dans les albums illustrés sont beaucoup plus variés et diversifiés que ceux associés aux femmes. Vous avez par exemple médecins, pédiatres, ça va de pompiers, policiers, mécaniciens, facteurs, etc. Donc il y a vraiment toute l'échelle socio-professionnelle en termes de valorisation qui est présentée ici à travers les rôles professionnels des hommes. Regardons maintenant comment sont présentés les adultes dans le contexte familial, c'est-à-dire quelles représentations sont associées à maman et papa dans les albums illustrés. Alors du côté des mères, on voit qu'elles sont associées à 2 catégories d'activités, j'ai envie de dire. D'un côté, les activités domestiques, donc faire le ménage, faire à manger, faire la vaisselle, etc. Donc, soit dit en passant, faire la vaisselle à la main, parce que le lave-vaisselle n'est pas encore entré dans les illustrations des albums de jeunesse. Ou alors, autre grosse catégorie, ce sont les devoirs parentaux. En clair, les trucs qu'on doit faire quand on a la responsabilité de l'éducation d'un enfant. Par exemple, donner le bain, surveiller que l'enfant se soit lavé les dents, l'emmener chez le médecin quand il est malade, l'emmener à l'école, surveiller les tâches scolaires, etc. Ce sont beaucoup plus les mères que les pères qui prennent en charge ces catégories d'activités dans les albums illustrés.
Et là, vous allez me dire, et vous aurez raison, qu'on représente la vraie vie, parce qu'effectivement, ce que les statistiques mettent en évidence, c'est que ce sont plus souvent les femmes que les hommes, les mères que les pères, qui s'occupent de ces activités au sein du foyer. Alors, regardons maintenant comment les pères sont représentés dans les albums illustrés. On voit qu'ils sont représentés à travers des activités, les trucs sympas avec les enfants, hein, donc les activités récréatives, lire un album le soir, les emmener en promenade, les emmener faire du sport, au cinéma et autres. Ce sont beaucoup plus souvent les pères que les mères associées à ces activités dans les albums illustrés. Il y a une autre grosse catégorie d'activités que l'on voit souvent être représentées, eh bien, ce sont les activités récréatives tout court, c'est-à-dire lire le journal, regarder la télévision. C'est beaucoup plus souvent associé aux hommes qu'aux femmes dans les albums illustrés. Alors vous allez me dire, c'est totalement anecdotique, mais je ne pense pas que ce soit si anecdotique que ça. Lire un journal, c'est avoir accès à l'information. C'est quelque chose qui n'est pas représenté à travers la jante féminine dans ce matériel. Donc, qualitativement, on a vu que les représentations étaient encore passablement stéréotypées. C'est quelque chose qui a des implications. Ça consacre cette idée de masculin neutre, hein, comme je l'évoquais avant, hein, puisqu'il faut des trucs en plus pour symboliser le sexe féminin. Ça offre, donc, tous les personnages présentés hein, dans ces objets sont en fait des modèles pour les enfants. Et bien, ce qu'on constate, c'est que les modèles offerts aux filles et aux garçons sont passablement cloisonnés par des codes sexués. En clair, on n'ouvre pas vraiment les possibles du genre pour les enfants, mais filles et garçons, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que l'éventail des professions proposées à la jante féminine est relativement réduit. Parce que pour se dire, moi je veux faire ça plus tard, donc se projeter dans une future profession, il faut avoir eu des modèles d'individus de son propre sexe en train d'exercer la profession en question. À l'évidence, les modèles sont beaucoup plus restreints pour les filles que pour les garçons. Alors, dernier axe d'analyse, c'est l'aspect comparatif. Depuis une dizaine d'années, on voit apparaître dans les albums illustrés de plus en plus de personnages de filles qui sont présentés de manière tout à fait positive et valorisée, en train de faire quelque chose que la société étiquette comme masculin. Par exemple, une fille qui joue au foot, qui grimpe aux arbres, qui a un vélo de garçon, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est en augmentation. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est la majorité, hein. Mais c'est quelque chose qui est en augmentation. Et soyons clairs, cela ne pose absolument aucun problème. Ce qui pose problème, c'est que le contraire n'existe pas. C'est-à-dire que l'on voit très peu de garçons associés, donc de modèles de garçons associés de manière positive et valorisée à des choses, activités, émotions, sentiments, etc., que la société étiquette de féminin. Ou alors, quand c'est le cas, eh bien, ça va être prétexte à raillerie ou à moquerie. On va se moquer du garçon parce qu'il fait un truc de fille. C'est quelque chose qui a des implications. D'une part, ça va maintenir une différence de valeur entre le masculin et le féminin, en continuant de poser le masculin au-dessus, socialement parlant, du féminin. Et puis d'autre part, ça veut dire qu'on n'offre pas aux garçons la possibilité d'avoir des modèles positifs, valorisés, associés à une notion de communication émotionnelle. C'est pas du tout quelque chose qui existe que dans la littérature enfantine. Toutes les recherches qui sont basées sur le secteur familial mettent en évidence aussi un déficit en termes d'éducation lié à la communication émotionnelle chez le garçon. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la littérature enfantine et c'est quelque chose qui peut porter à conséquence pour la vie plus tard au moment de l'âge adulte. Alors, je vous ai parlé donc de ces trois axes. J'aimerais encore juste dire deux mots sur les albums illustrés contenant des animaux anthropomorphiques, hein, donc tels qu'on peut le voir sur cette vignette, c'est-à-dire des animaux humanisés. Alors, pourquoi s'intéresser, quand on regarde la littérature enfantine à travers le prisme du genre, pourquoi s'intéresser à ces personnages animaux ?
Alors d'abord, il faut savoir que dans le réservoir des albums publiés, eh bien, les albums avec animaux humanisés sont majoritaires pour les jeunes enfants, 0-6 ans. On sait aussi que les histoires avec animaux humanisés vont faciliter les processus de projection à l'œuvre entre la personne qui lit et les personnages présentés, vont plus les faciliter lorsqu'il s'agit de personnages humains tout court. On sait, donc du coup, ça veut dire que les stéréotypes de genre qui seraient véhiculés dans ces histoires vont s'en trouver encore plus facilement intégrés. On sait aussi que les enfants apprécient particulièrement les animaux humanisés, donc les histoires avec animaux humanisés, d'une part parce que ça va leur rappeler leur objet transitionnel, la douceur de la pluche, leur doudou, etc. Et d'autre part parce que ça permet davantage de créer des histoires fantaisistes, non réalistes, et on sait en psycho que les enfants de 0 à 7 ans préfèrent avoir accès à ce qui est fantaisiste, non réaliste, et que c'est à partir de 7 ans, qu'ils vont préférer avoir accès à des histoires plutôt qui collent plus à la réalité. Du coup, c'est intéressant de se demander, mais dans le fond, est-ce que ce sont les mêmes animaux qui sont utilisés pour représenter chaque sexe? La réponse est non. Donc, si on regarde du côté du sexe masculin d'abord, eh bien, on voit que ce sont plutôt des animaux imposants en taille et en force qui sont utilisés pour représenter hommes et garçons, que ce soit par exemple les animaux de la savane, lions, éléphants, rhinocéros, hippopotames, etc. Ou alors les animaux qui font partie de ce qu'on appelle l'imaginaire collectif, ours et loup. Alors regardons maintenant ce qui se passe du côté du sexe féminin. On va voir que ce sont des animaux beaucoup plus petits en taille et en puissance qui sont choisis, puisque vous avez femmes et filles sont plus souvent représentées sous les traits de petits animaux, petits rongeurs, souris, taupes, rats, etc. Ou alors sous les traits d'animaux encore plus petits, les insectes, abeilles, sauterelles, araignées, guêpes et autres coccinelles. Alors vous allez me dire, c'est normal, en français on dit une souris et un ours. Eh ben non, c'est pas à cause de ça. D'une part parce qu'il existe des histoires avec une famille souris ou une famille ours, ce qui montre bien que c'est possible de créer une histoire avec papa souris et maman ours. Et d'autre part, parce que quand on va regarder en fait les histoires publiées de manière originale en langue anglaise, où il n'y a pas de déterminant masculin et féminin, eh bien on obtient exactement les mêmes résultats, ce qui montre bien que c'est la valeur sociale associée au personnage qui rend davantage compte de cette différenciation. Alors, il y a encore une autre raison qui nous pousse à nous intéresser aux personnages animaux, c'est qu'on imagine qu'on peut créer des histoires avec des animaux asexués, donc les dessiner de manière asexuée, et par conséquent, ce serait possible d'évacuer le problème du sexisme ou des représentations stéréotypées. C'est ce qu'on croit, mais c'est faux. Pourquoi ? Parce que le simple fait de contextualiser un animal dans un contexte humain va faire que le contexte suffira à lui donner un sexe. Alors, je vais vous présenter des vignettes qui ont été créées il y a quelques années par l'Association européenne du côté des filles, qui a fait une vaste recherche européenne, vraiment auprès d'énormément d'enfants dans plusieurs pays d'Europe, pour voir ce que les enfants intégraient en termes de stéréotypes de genre ou de représentation sexuée dans la littérature enfantine. Et donc, sur ces vignettes, vous avez des animaux asexués dessinés qui sont mis en scène dans des contextes tout à fait habituels de la littérature enfantine. Et donc, la question posée, c'est qui est-ce que tu vois sur cette image? Eh bien, pour l'image qui est derrière vous, ça ne vous étonnera pas de savoir que les enfants ont répondu qu'ils y voyaient un papa, parce que la simple association télévision-fauteuil met en évidence qu'on y voit un papa. Autre image, avec cette fois-ci un ours asexué.
destinés en train de lire un journal, et bien là, les enfants y répondent qu'ils voient un papa. Et ce que l'association a imaginé, c'est de reproduire cette même vignette en mettant autour du cou de l'ours un collier de perles. Mais vraiment, le collier de perles, l'objet éminemment féminin, pas juste une simple chaînette, et de reposer cette même question à une autre population d'enfants en parallèle, la réponse restait toujours la même. Les enfants y voient un papa. Parce que la simple évocation journal est tellement fortement associée au sexe masculin dans la littérature enfantine que pour les enfants, ça ne peut être que papa. Même ours, placé cette fois-ci dans une position exprès menaçante, toute griffe dehors et croc en avant, mais simplement affublé d'un tablier, va faire que les enfants y voient une maman. Parce que dans la littérature enfantine, eh bien, c'est très souvent très souvent le tablier qui est utilisé pour symboliser la jante féminine. Donc, on constate qu'effectivement, la littérature enfantine, et c'est dommage, véhicule encore bon nombre de clichés sexués. Pour autant, on s'est rendu compte qu'il existe des albums illustrés avec à la fois peu de stéréotypes de genre, donc tous les albums ne sont pas à placer sur la même... le même niveau, je dirais, par rapport à ça. Et puis des albums donc, qui présentent des modèles de garçons, filles, hommes et femmes, qui ouvrent les possibles du genre, c'est-à-dire qui permettent aux enfants de développer leur personnalité, leur potentiel, sans se sentir cloisonnés par des codes sexués. Donc, il y a quelques années, en Suisse romande, il y a une association qui a décidé de mettre en évidence ces albums-là. Les albums qui, en l'occurrence, ont été mis en évidence, vous pouvez les retrouver sur un site internet que j'ai indiqué là-haut. Alors, juste vraiment 2 mots sur la procédure qui se retrouve derrière cette idée de mise en évidence et de sélection d'albums. Donc vous avez une commission de lecture composée de plusieurs membres qui proviennent d'horizons socio-professionnels distincts, des gens du domaine de l'égalité certes, mais aussi du domaine de la psycho, du domaine de l'éducation, mais également des membres qui proviennent des professionnels du livre, bibliothécaires, libraires, etc. Et puis il y a toute une procédure de repérage d'albums qui correspondent à des critères définis et des réunions durant lesquelles les albums sont discutés. Donc les critères de labellisation, eux, sont associés à chaque personnage de catégorie de sexe et d'âge, donc garçons, filles, hommes et femmes, avec vraiment l'idée de mettre en évidence pour chacun de ces personnages, eh bien, ce qui habituellement, j'aurais envie de dire, fait défaut dans la littérature enfantine, mais fait défaut parce qu'elle ne correspond pas à la vraie vie. Par exemple, on voit que dans la littérature enfantine, les filles sont plutôt présentées de manière passive, tandis qu'il existe des personnages de filles actifs, valorisés, etc. L'idée étant de les mettre en évidence, par exemple, à travers cette procédure de sélection. Du côté du garçon, eh bien, on voit qu'il y a peu de modèles de garçons présentés de façon positive à travers justement la communication émotionnelle. L'idée étant de mettre un coup de projecteur, par exemple, sur ces albums-là. C'est vraiment un coup de projecteur mis sur des albums. C'est pas du tout l'idée de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc j'insiste vraiment là-dessus. En termes de communication, là aussi, la communication a vraiment veillé à viser aussi bien les deux sexes, avec à chaque fois des slogans accrocheurs, il y en a une dizaine, j'en présente 2, qui mettent en évidence ce qui habituellement est réservé au sexe opposé dans les albums illustrés. Et dernière chose que je vais évoquer, c'est que c'est bien joli en fait de mettre en évidence des albums, mais ce qui compte dans le fond, c'est qu'ils puissent être lus par les enfants. Donc il y a eu un double prix littéraire inédit qui a été imaginé par cette association, c'est-à-dire que la même sélection de 10 albums chaque année était proposée à un double jury, à la fois aux adultes et aux enfants. Parce que ce sont des albums qui sont créés par des adultes et destinés aux enfants. Donc c'était intéressant déjà de voir si ces deux publics allaient porter le même regard ou non sur ces albums.
Et puis, c'est aussi un projet qui poursuit le double but, à la fois de promouvoir la lecture, mais aussi de promouvoir donc la construction de l'égalité dès le monde de l'enfance, avec donc ces albums qui étaient lus en classe pendant l'année scolaire, dans des écoles entières qui participaient au projet, avec les plus grands qui lisaient les histoires aux plus jeunes pendant l'année. Et puis donc, à la fin, chaque enfant votait individuellement pour ses 3 titres favoris. Et les 3 titres préférés des enfants étaient annoncés au printemps lors de la cérémonie de remise du prix au Salon du Livre à Genève. Et en fait, l'étude d'impact faite après 3 éditions de ce prix a mis en évidence que le fait par les enfants d'avoir accès à ces albums leur permettait de prendre conscience que les rôles en fait sont perméables et que effectivement chacune a le droit de jouer à n'importe quel type de jeu, de faire n'importe quel type d'activité, de se projeter dans n'importe quel type de rêve, indépendamment de la façon dont la société actuelle cloisonne le monde masculin et le monde féminin. Voilà.